Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, très bon réveil à vous tous. Merci de nous retrouver. Excellente matinée en notre compagnie, en compagnie de toute l'équipe du Bonjour d'Algérie. Et ce, jusqu'à 9h30 avec bien sûr des programmes intéressants, les rubriques et surtout des invités. Nous aurons la rubrique habituelle du jeudi matin avec Djaoudet Gessouma. Dans un tout petit moment, nous allons parler de la littérature au féminin, donc l'Afrique du Nord au féminin. C'est le livre qu'il aura choisi pour nous ce matin pour rendre hommage à la femme à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Nous aurons également à parler santé avec notre invité. Il est ophtalmologue, il sera là parmi nous en tout début d'émission. Il nous parlera de l'impact des écrans sur la vue des enfants, la vue de tous, parce que nous sommes tous accros à nos smartphones. Et oui, toute la santé oculaire sera traitée avec notre invité ophtalmologue. Nous aurons également à parler donc de ce centre d'excellence, un centre de formation d'excellence. Un reportage sera là pour nous montrer ce centre d'excellence et surtout le directeur donc, de ce centre sera parmi nous pour nous parler des différentes formations qui s'y déroulent. Et puis, nous aurons aussi à faire un gros plan sur une association très dynamique, une association de Skikda qui s'intéresse à la jeunesse, énormément de projets qu'ils ont réalisés tout au long donc, de leur parcours. On fera connaissance avec cette association appelée Beriq 21 de Skikda. Et nous aurons le plaisir de terminer en musique avec le groupe qui a tant fait parler de lui sur les réseaux sociaux. Ça s'appelle Barahim Tux. Ils sont nombreux, c'est toute une boule d'énergie qui vont nous faire partager. Il y a 2 membres qui vont participer dans notre émission ce matin parce qu'ils sont trop nombreux. Notre studio donc ne va pas suffire à tous les réunir. En tout cas, ils seront à la salle Atlas le 12 mars et bien sûr, ça sera à 15h. Nous allons parler de leur concert. C'est une première en tout cas. Ils auront le plaisir d'interpréter plusieurs donc, chansons du patrimoine. Eh bien, ils seront là, en tout cas 2 représentants de cette formation pour nous parler donc de leur univers musical. Voilà. C'est tout le programme qu'on a choisi. J'espère que vous allez l'apprécier, comme à chaque fois. En tout cas, je l'espère que ça sera à votre goût. Et puis, on va vous laisser en compagnie d'Emel Haribi pour la météo tout de suite. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, معاً نصنع المستقبل. Et puis avec Amel, vous aurez les nouvelles du ciel de la journée d'aujourd'hui. Elle va peut-être nous dire la journée du week-end, bien sûr. Quelques pluies le samedi. Bonjour Amel, comment ça va? Ça va, merci. Quelques pluies le samedi. Oui. Bien. Un torrent? Quelques non, pluies. pas trop. Pas trop. Quelques pluies. Par contre, il y aura pas suffisamment pour remplir nos barrages? Non, pas toujours encore. Pas. On veut encore plus de pluie. Inch'Allah. Ouais. On espère toujours. Inch'Allah. Donc, il va faire beau, il va faire chaud. Beau, non, mais on aura des éclaircies quand même. Les températures estivales toujours? Clémente. Pas estivale, non. Hivernale. Non, même pas hivernale, Même pas. C'est des températures douces. Douces, d'accord. Douces. On vous écoute, allez, je dis plus rien. Merci. Je dirais des bêtises de bon matin. Merci Emel. Bonjour à tous et bon réveil. Eh bien pour aujourd'hui, on aura de la brume matinale près des côtes ouest, également l'intérieur est. Et la journée, on aura des éclaircies, une alternance d'éclaircies et de passages nuageux sur une grande partie des régions côtières, mais de temps en temps des nuages assez denses sur les côtes centre et est. Par contre, l'intérieur ouest et centre, eh bien, le ciel deviendra de plus en plus nuageux, accompagné de quelques pluies. Et oui, l'après-midi, à l'est, le ciel restera passagèrement nuageux également. La moitié sud, le temps restera tantôt nuageux et tantôt ensoleillé vers le Bécharoua et le Nord Sahara. Mais ailleurs, le soleil va prédominer avec des soulèvements de sable, plus exactement le Sahara central, le Guertasili et tout au long des frontières algéro-maliennes. Les températures, quant à elles, eh bien, elles seront plutôt douces pour la saison. Un maximum de 21 degrés aujourd'hui du côté d'Alger, 19 Oran, 20 degrés Tlemcen, Tiaret, 19 Tizi Ouzou, 16 degrés à Constantine, 18 à Annaba, 14 du côté de Djelfa, 15 Tébessa, 17 à Al-Bayad, également Biskra, 20 degrés à Gardaya, 22 à Béchar, 28 à Tindouf, 26 à Drar Insalah, 23 degrés du côté de Janet, 32 vers Borj Beji Mourtar et 34 degrés le maximum à Ingzem. La mer aujourd'hui, eh bien, elle se montrera peu agitée sur pratiquement l'ensemble des régions côtières. Les vents souffleront entre 10 et 20 km/h sur les côtes ouest et les vents seront variables, 20 à 30 sur les côtes centre et les vents seront de secteur est et 20 à 40 km/h sur les côtes est et les vents seront de secteur est à sud-est. Et on termine ce bulletin avec l'éphéméride. Pour aujourd'hui, eh bien, le soleil se couchera vers 18h50 et pour plus d'informations, bien sûr, vous avez les sites de Météo Algérie.
Passez une excellente matinée avec la suite des programmes sur Canal Algérie et à tout à l'heure midi. La météo vous est présentée par Mobilis. موبيليس معا نصنع المستقبل. Voilà, vous savez tout sur les nouvelles du ciel grâce à Amel Laribi. Et puis tout à l'heure, midi et 19h, vous aurez d'autres bulletins météo, toujours présentés par notre chère Amel Laribi. Merci. Voilà, et on va vous laisser repartir. On vous dit bonne journée. Oui, bien sûr. Et bien entendu, on vous dit bon week-end. Merci Mimel. On va retrouver notre amie Mina Abed chaque week-end, bien sûr. Et puis en attendant, je vais vous laisser repartir avec une belle chanson. Avec plaisir. Alors, les Jmaoui Africa, ça vous dit? Ah oui, j'aime bien aussi. Très bien. C'est pareil, Amel, c'est pareil, c'est pas grave. Les Jmaoui Africa pour vous, c'est une belle chanson. C'est l'extrait, un extrait de leur dernier album. Abdou El Ksouri était venu sur notre plateau pour nous le présenter. En tout cas, il fait fureur. On vous invite à apprécier leur toute dernière chanson. Ça s'appelle Amshi Ya Rasoul. On se retrouve juste après.
Une ambiance conviviale au sein du groupe du Maui Africa. On aura, j'espère, l'occasion de voir bientôt leurs clips vidéo. En tout cas, on va parler tout de suite de santé, santé oculaire avec notre invité. Notre premier invité, c'est Monsieur Abdelkader Messadi. Bonjour. Bonjour, merci pour votre invitation et bonjour aux téléspectateurs de Canal Algérie. Marhaba bik. En tout cas, vous êtes ophtalmologue, vous êtes là pour nous parler de la santé de nos yeux, de notre vision, comment bien sûr l'optimiser, comment garder le plus longtemps possible un 10 sur 10, préserver un 10 sur 10 dans les deux yeux. Ça commence très tôt. Alors là, pourquoi on vous a invité? C'est pour parler justement de ce mal du siècle, c'est l'addiction aux écrans. Absolument, absolument. C'est effectivement le mal du siècle avec l'avènement des appareils électroniques, des smartphones, des jeux vidéo. D'ailleurs, depuis 2019, l'OMS a inclus l'addiction aux écrans comme étant une maladie, chose nouvelle. Et à partir de janvier 2022, eh bien, l'addiction aux jeux vidéo est considérée comme une maladie par l'OMS. Ce qui veut dire que c'est un problème qui peut être considéré comme un problème de santé publique. Tout à fait. Bah oui. Alors, vous me disiez quand même, il y a c'est avec modération pour certains cas. Alors, les enfants, c'est vrai que les parents achètent ce genre d'appareil pour acheter leur paix. Peut-être. Alors, ils leur donnent le téléphone et ils pensent qu'avec cela, ils auront peut-être le calme et la tranquillité. Absolument. Mais en réalité, il faut faire très attention parce que dans les recommandations, puisqu'on va commencer par la fin, dans les recommandations, on préconise de ne pas donner d'écran à un enfant de moins de 3 ans. Avant 3 ans, tout type d'écran. Et quand je parle d'écran, c'est l'écran de télévision, les smartphones, les jeux vidéo, les téléphones, les tablettes, et tout cela, et même les LED donnent des lumières néfastes aux yeux. Donc tous ces écrans-là sont proscrits avant l'âge de 3 ans. Entre 3 et 6 ans, on peut commencer à donner par petites touches, c'est-à-dire une vingtaine de minutes jour. Ce n'est qu'à partir de 6 ans que l'on peut commencer à donner 1 heure à 2 heures par jour de façon fractionnée aux écrans, parce qu'après les enfants à partir de 6 ans, 7 ans, maintenant dans les écoles on utilise l'ordinateur pour un petit peu faire les recherches. Oui, c'est malheureux parce qu'aujourd'hui on voit que même, vous disiez à partir de 6 ans, mais malheureusement on voit dans notre société, partout dans le monde, des enfants utiliser les téléphones déjà à 2 ans, 3 ans, c'est très dangereux. C'est hyper dangereux et c'est surtout le cumul qui est dangereux. Utiliser de façon rationnelle ne peut ne pas poser de problème. Mais quand vous avez un enfant ou un jeune homme ou un adolescent qui passe 12 heures par jour, j'ai vu récemment une jeune fille qui s'est présentée à moi pour des symptômes liés justement à la surconsommation des écrans et à qui j'ai demandé mais combien de temps passes-tu sur un écran? Elle me dit mais docteur, il m'arrive de passer 12 heures par jour sur un écran. C'est énorme. C'est excessif. C'est excessif parce que ça entraîne des dommages. Et si vous voulez, on peut commencer à énumérer les dommages que ça peut entraîner au niveau d'abord de la santé générale, puisque surconsommer des écrans, ça entraîne déjà de l'insomnie. De l'insomnie parce que beaucoup de jeunes se disent tiens, je vais jouer un petit peu avec mon téléphone pour trouver le sommeil. En réalité, c'est l'inverse qui se produit parce que la lumière des écrans, des écrans, elle bloque l'hormone du sommeil. La mélatonine est bloquée par la lumière des écrans. Donc, ça crée de l'insomnie. Ça donne cette sensation avec la lumière bleue qui se dégage des écrans, ça donne cette sensation d'euphorie. Donc, ce sont des gens qui se sentent super puissants. Et d'ailleurs, qu'à force de jouer avec des écrans, ils deviennent pratiquement agressifs à cause de cette euphorie dégagée par la lumière bleue. Il y a une sensation d'isolement, un sentiment d'isolement. C'est des gens qui vivent dans un monde parallèle. Surtout ne pas les brutaliser, et surtout ne pas les déconnecter de leur milieu. Et les déranger. Surtout les jeunes qui ont cette fâcheuse manie d'être sur les écrans pour jouer à des jeux vidéo en réseau, etc. Ça c'est très dangereux et c'est aussi addictogène. Absolument. Ajouter à cela les problèmes de posture, parce que vous les trouvez complètement tordus, ça crée des scolioses, là, un phénomène de sédentarité avec du surpoids, une possibilité même de développer du diabète, ça c'est pour les effets généraux. Maintenant, pour revenir aux effets qui me concernent moi directement en tant qu'ophtalmologiste, bon, il faut savoir que quand un enfant
qui est en pleine période de maturation oculaire, visuelle. Tous les organes de l'œil sont en phase de maturation, ce qui suppose qu'il y a une sensibilité et donc un œil qui est plutôt fragile par rapport au danger. Tout dépend en plus de, bien sûr, l'hérédité. Si déjà vous avez des antécédents peut-être dans la famille, vous avez des personnes qui ont donc cet héritage, hein, ils auront peut-être une mauvaise vue par leurs parents, des deux parents. Absolument, justement, c'est la première chose qui se déclenche. Alors, dans notre expérience, on a découvert et on a remarqué que cette surconsommation d'écran, elle était myopigène, c'est-à-dire qu'elle déclenchait par effet de cumulation, un développement de la myopie et pour les personnes qui sont déjà myopes, une aggravation jusqu'à 2-3 fois les chiffres de la myopie. Et l'OMS a fait une étude qui déclare qu'à l'horizon 2050, tenez-vous bien, 50% de la population mondiale va développer de la myopie. Au point où ça va devenir une véritable épidémie de myopie. On aura tous des lunettes, finalement. On aura tous des lunettes à l'horizon 2050. Après, la technologie, elle a des prix. Voilà. Bon, pour revenir donc aux dégâts que ça occasionne, le premier dégât, quand on surconsomme un écran, on est concentré sur son écran. Et que se passe-t-il quand on est trop concentré? On oublie de cligner. D'accord. Que se passe-t-il quand on oublie de cligner? Il y a une hyper-évaporation des larmes qui recouvrent et qui protègent la surface de l'œil. S'ensuit une sécheresse oculaire par hyper-évaporation avec des symptômes, des rougeurs après plusieurs heures de consommation, des picotements, des sensations de grains de sable, des brûlures. Tous ces symptômes-là sont liés à un syndrome sec par hyper-évaporation de larmes. Donc, l'excès de concentration entraîne en premier lieu une sécheresse oculaire. Si on va un peu plus en profondeur, on va sur ce qu'on appelle l'accommodation. L'accommodation, c'est le zoom qu'on fait pour passer d'une vision de loin à une vision de près. Terrible, ça. Nous avons une lentille dans l'œil qui s'appelle le cristallin et qui se contracte pour faire ce zoom qui nous permet de bien voir de près. Et avec l'excès d'utilisation des écrans, cette lentille se fatigue et on a des problèmes d'accommodation qui entraînent des symptômes du type maux de tête, fatigabilité, lourdeur, sensation que les yeux sortent des orbites. Ça, c'est les problèmes liés à l'accommodation. Voilà. Et en plus, on voit flou au tout débat. Bien évidemment, quand l'accommodation est fatiguée, eh bien, on voit flou. Après, il y a, avec le temps aussi, par effet de cumulation, il semblerait qu'il y ait des développements de cataracte avec la lumière bleue. Mais plus grave encore, c'est l'appareil, la caméra qui prend les photos, c'est-à-dire la rétine, et en particulier le centre de la rétine, et quand elle est exposée à ce que nous appelons la lumière bleue qui est dégagée des écrans. La lumière bleue, je rappelle juste que la lumière bleue se situe à peu près à 420 nanomètres, c'est-à-dire c'est les longueurs d'onde les plus courtes et les plus dangereuses. Elles sont juste au-dessus des ultraviolets, juste au-dessus des ultraviolets, et cette lumière bleue est considérée comme l'une des causes essentielles avec les ultraviolets du développement de ce que nous appelons la dégénérescence maculaire liée à l'âge, c'est-à-dire un vieillissement précoce de la rétine, et ça entraîne avec un effet de cumulation et à partir de 50-60 ans, un déficit de la vision centrale. Et je rappelle que la dégénérescence maculaire liée à l'âge est considérée dans le monde comme la première cause de cécité et en Algérie comme la deuxième cause de cécité après le glaucome. Donc pour dire que les expositions aux écrans, c'est quand même très dangereux. C'est très dangereux et c'est vraiment, il faut tirer la sonnette d'alarme. Il faut sonner la sonnette d'alarme. Voilà, vous êtes là justement pour faire de la prévention. Je suis là pour parler de cela et pour sensibiliser et faire un appel à toutes les mamans, à tous les parents, pour que les écrans peuvent être une solution dans les études.
Parce qu'aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, on fait des recherches sur Internet, on utilise les écrans, c'est rapide, c'est plus accessible, on est pratiquement, on a un prof à portée de la main, et sur un clic, on a toutes les informations que l'on veut, mais il faut savoir utiliser ça de façon rationnelle. Voilà, fractionner, comme vous me disiez tout à l'heure. De façon rationnelle. Il faut fractionner un petit peu. Après 1 heure d'utilisation, il faut savoir prendre une dizaine de minutes à un quart d'heure de repos, regarder au loin pour relâcher cette accommodation dont je parlais précédemment. Regarder au loin, se cligner de façon fréquente pour renouveler le film de larmes qu'il y a sur la surface de l'œil, se frotter un petit peu les yeux pour déclencher la sécrétion de larmes parce que les glandes qui fabriquent les larmes sont juste sous la paupière supérieure et en frottant, on pompe les larmes et on lubrifie la surface de l'œil et donc on peut reprendre après 10-15 minutes Alors, je vous avais posé la question, est-ce qu'on peut se protéger en portant des lunettes, par exemple, des reposantes? Est-ce que ça aussi, ça fait l'effet de protection? Vous m'avez dit. Très bien. Alors, lunettes reposantes, c'est un terme purement commercial. Je vous le dis tout de suite, dans notre lexique médical, le mot reposante n'existe pas. Le mot reposante, en réalité, c'est une fausse sécurité. Moi, je dirais, et je dis toujours aux personnes qui me sollicitent, je dis, ne croyez pas que vous êtes protégé, vous n'avez pas un permis d'utiliser à outrance les écrans en portant une lunette. Bon, beaucoup de vendeurs de lunettes, d'opticiens, vous proposent des lunettes Blue Block, protection contre les rayonnements, la lumière bleue. Il faut savoir que la protection n'est que de 20%. Elle n'est pas à 100%. C'est-à-dire qu'il y a 80% de la lumière bleue qui passe quand même à travers ces verres-là. Et le fait de se dire je suis protégé est une fausse protection et peut nous entraîner des dégâts encore plus importants. Moi je dis qu'il faut être rationnel dans l'utilisation des écrans. Les écrans, les lunettes de protection, si on veut les appeler comme ça, avec des filtres anti-UV ou anti-lumière bleue ou anti-reflet, c'est un apport, mais ce n'est pas un apport très important. Et les lunettes de correction? Les lunettes de correction, bien évidemment, il faut que les parents... Moi, je dis, aujourd'hui, le ministère de l'Éducation a introduit dans le système de l'hygiène scolaire une visite systématique des enfants avant la rentrée à l'école. C'est-à-dire qu'on leur demande un certificat médical de l'ophtalmologiste avant l'inscription à l'école et c'est une excellente chose. C'est une excellente chose dans le sens où on peut dépister des anomalies de la vision avant l'âge scolaire. Quoique, on aurait pu, et moi je milite justement, et vous me tendez la perche pour militer, pour vous parler d'un sujet très très important, ce qu'on appelle l'amblyopie, c'est-à-dire une faiblesse d'un œil par rapport à l'autre, c'est-à-dire des personnes qui peuvent à long terme et à l'adolescence devenir des borgnes. Le dépistage de cette amblyopie devrait se faire avant l'âge de 5 ans, parce qu'il y a un âge fatidique pour le traitement de cette maladie-là qu'on appelle l'amblyopie. Il faut que la traiter avant l'âge de 6 ans, avant que le cerveau ne soit ancré, comme on dit, avant que et surtout, sans s'en rendre compte, peut-être les enfants vont utiliser un œil plus qu'un autre et vont le fatiguer et aussi ne pas rendre l'autre œil feignant aussi. C'est le mot, c'est le mot qu'on utilise couramment, c'est un œil feignant, mais il faut le stimuler avant l'âge de 6 ans pour pouvoir récupérer et faire de ces adultes de demain des gens qui ne seront pas pénalisés sur le plan professionnel parce qu'ils n'auront pas accès à beaucoup de professions et malheureusement ils vont avoir des problèmes psychologiques parce qu'il y aura toujours cette crainte de perdre l'autre œil. Quand on a un œil qui ne voit pas très bien, psychologiquement on est perturbé parce qu'on a toujours peur de perdre l'autre œil et ça entraîne des dommages psychologiques. Finalement notre génération était gagnante quand même avec ces smartphones qui n'existaient pas. Absolument. Et puis la télévision qui commençait pas trop tôt, qui commençait à 5 heures, donc les enfants avaient juste le temps de voir leurs dessins animés et c'est tout. Ils n'étaient pas accros aux écrans comme aujourd'hui avec ces chaînes qui existent. Elles sont nombreuses. On n'était pas malheureux, mais bon, après le développement, il y a un prix à payer. Tout à fait. On ne va pas dire que c'est mauvais à 100%, mais en tout cas, c'est vrai que c'est un choix et en tout cas, c'est aux parents de faire leur choix, bien entendu. Absolument. Tout en surveillant, vous avez pu dire c'est bénéfique, bien sûr, mais avec modération. Il faut fractionner l'utilisation des smartphones et des écrans en général. Voilà, en tout cas, merci beaucoup pour tous ces conseils. Et puis, j'espère que vous allez revenir pour parler d'autres thématiques autour donc, de la vision.
Inch'Allah. Merci à vous de cette invitation et j'espère que le téléspectateur va profiter de notre passage. Très bien. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, on vous dit à très bientôt. Je rappelle, Abdelkader El-Messadi, vous êtes donc vous êtes ophtalmologue et vous êtes aussi à la clinique Source de la Vision. À très bientôt. Merci à vous. Merci. On continue. Je vous invite tout de suite à suivre ce reportage de Nesrine Benzhidi qui nous fait découvrir un chercheur dans le domaine de la nanotechnologie. Hiba Bounesh, cette jeune ingénieure au centre de recherche en biotechnologie de Constantine, a pu relever le défi en se lançant dans la culture cellulaire. Ingénieure principale au sein de ce centre de biotechnologie, Hiba a pour mission de superviser les recherches de haute résolution. Elle était parmi les premiers chercheurs qui ont travaillé sans relâche pour identifier et dépister la Covid-19 et ses variants. J'ai eu la licence SAFE 2008. Spécialité microbiologie, كملنا master 2010, microbiologie toujours. J'ai eu ma licence en 2008, spécialité microbiologie. Ensuite, un master dans la même spécialité en 2010. J'ai rejoint ce centre de recherche en 2012 en tant qu'ingénieur. Je suis chargée d'optimiser et ajuster les protocoles expérimentaux. Je travaille dans 2 laboratoires. Pendant les premières vagues de la Covid-19, je passais pratiquement des journées entières dans ce laboratoire. La Covid-19. tout le temps, laboratoire. Hiba a su s'imposer dans son domaine. Aujourd'hui, elle occupe la place d'ingénieure principale dans l'un des plus grands laboratoires du pays, un centre de recherche qui veille à détecter toute modification génétique des produits alimentaires avant leur consommation. Il est même spécialisé dans le développement des tests Covid. C'est une personne formidable, humainement et professionnellement. Une vraie battante, avec un grand sens de l'humour. C'est une personne consciencieuse. Elle est disponible pour son travail à n'importe quelle heure et à n'importe quel moment. Le Centre national de recherche scientifique et technologique est classé parmi les meilleurs centres au niveau national et même au niveau régional et mondial, que ce soit pour ses infrastructures actuelles ou encore pour ses projets qu'il compte développer à l'avenir. Grâce aux compétences de ces chercheurs, ce centre de biotechnologie contribue activement au développement de la génétique et de la génomique en Algérie. De retour sur le plateau, c'était donc une chercheure dans le domaine de la biotechnologie et non pas la nanotechnologie, en tout cas c'est aussi pointu. Hein. Nous allons parler de littérature et rendre hommage aux femmes aussi à travers donc, la littérature féminine, l'Afrique du Nord au féminin avec Djaoudet Gessouma. Bonjour Djaoudet. Bonjour. Comment ça va? Ça va, oui, ça va. Juste un petit truc, juste un petit, c'est pas littérature féminine. Fatigué, non, ça va, c'est la fin de semaine. Voilà, beaucoup de choses à dire. C'est la fin de semaine, donc voilà. Non, en tout cas, un beau livre que vous nous avez choisi aujourd'hui. Effectivement. Un livre qui va résumer un petit peu le tout pour comprendre un petit peu l'Afrique du Nord. Voilà, l'Afrique du Nord à travers les femmes. Les femmes. Donc, ça peut paraître trivial comme ça, quand on le dit comme ça au passage. Mais c'est Gabriel Combs, donc déjà le nom, c'est-à-dire tous ceux qui sont férus d'histoire ou de l'archéologie, c'est impossible que vous fassiez un travail sur l'histoire, l'archéologie, et qu'on ne parle pas de Gabriel Combs. C'est vraiment une référence dans ce domaine, dans le domaine, voilà, dans l'anthropologie, l'histoire et tout. Donc là, on a l'habitude de voir des livres de Gabriel Combs qui parlent des Numides, des Berbères, de la Rome antique, la présence romaine en Algérie, de Carthage, tout ça, les guerres puniques et tout. On le voit. Et puis là, voilà, donc Gabriel Combs, c'est un Algérien donc d'origine, puisqu'il est né le 20 mai 1927 à Misririn, dans les environs d'Oran. Il est décédé le 7 septembre 2002 à Aix-en-Provence. Et donc il est spécialiste de la préhistoire de l'Afrique du Nord. Donc la Tunisie, le Maroc, en passant un peu par la Libye.
et même, c'est-à-dire le sud de l'Algérie, avec Niger, Mali, tout ça, parce que toute l'ère géographique a une histoire fabuleuse. Et donc, il a fait beaucoup de fouilles en Afrique du Nord, il a produit aussi plusieurs ouvrages. Donc, comme je l'ai dit, vous ne pouvez pas être, faire le minimum d'un travail en histoire, en archéologie, concernant l'Algérie, par exemple, ou le Maghreb, et ne pas tomber sur Gabriel Combes. Une bibliographie importante. Une bibliographie folle. Il a fait l'Afrique du Nord au féminin, la nécropole mégalithique de Djebel Mazla à Bonouara, préhistoire du Nil, les origines de la Corse, par exemple, les origines de la métallurgie en Afrique occidentale, les Berbères en marge de l'histoire, l'Atlas préhistorique du Midi méditerranéen, l'épi paléolithique méditerranéen, civilisation préhistorique de l'Afrique du Nord, Sahara. Vraiment beaucoup d'ouvrages. Déjà, pour avoir fait l'Afrique du Nord au féminin, c'est qu'il était précurseur, c'est-à-dire qu'il a eu suffisamment de recul dans son travail. Il vient, donc là, c'était un premier livre qui était sorti aux éditions Perrin, aux éditions académiques Perrin. Donc c'est des éditions spécialement dédiées aux choses académiques et scientifiques, théoriques aussi. Donc en 1992, il fait ce livre. Ça s'appelle l'Afrique du Nord au féminin et c'est les héroïnes du Maghreb et du Sahara. Donc, il vient avec un livre. Et là, il a été réédité avec l'aide de l'Institut français en 2018. Donc, il y a une nouvelle édition très, très complète aux éditions Hachab. Donc, j'étais dans un salon du livre, quelque part dans les montagnes de Kabylie. Et c'était un été, je tombe sur ce livre et donc je commence à parcourir. Et là, c'est de la folie pure. Parce que c'est un livre magnifique. Vraiment à avoir absolument dans sa bibliothèque. Voilà. Moi, je vois Gabriel Combes, étant consacré ces jours-ci à l'archéologie depuis un certain temps pour un post-diplôme. Je travaille sur la Numidie, sur le Médrassen et tout. Donc, ces choses-là m'intéressent d'un point de vue plus large et plus détaillé. Et je tombe sur le livre, je pense qu'il y a des infos qui sont, c'est-à-dire scientifiques, théoriques, comme d'habitude. Et là, non. Gabriel Combes va nous emmener sur une fabuleuse aventure. Mais dans le temps, jusqu'à quasiment 6000 ans avant Jésus-Christ. Et il va nous parler de Kala, il va nous parler de Tadjeret. Ça, c'est des noms de dames, de femmes. Kala, Tadjeret du Tassili, il va nous parler de Sophonisme, qui est connu, qui s'est suicidé, c'était la femme de Massinissa, c'est la femme d'Innu de Massinissa, et donc il s'est tué sous les ordres de Scipion, c'est-à-dire qu'il avait suggéré à Massinissa que cette dame ne pouvait pas vivre parce que c'était une question de raison d'État. On a perpétué la reine Eunoé, la femme de Bogu, des maîtresses de César, 45 ans avant Jésus-Christ. On a perpétué Félicité, on a Monique, on a Tinhinan, on a Lakahina, on a Ima Bennett, Mama Bennett, et on a Dacil, on a Aurélie. Aurélie a dit, très peu de gens savent que c'est la femme d'un des leaders de la Tidjaniya, qui est devenue elle-même membre de la Tidjaniya. Leader de la Tidjaniya. C'est rare, hein? Oui. C'est dans une... elle était leader, son histoire est connue. Fatma Ait Mansour, d'un point de vue plus modeste, mais des femmes qui, même par leur aspect modeste, sont restées dans l'histoire. Comme Fatma Ait Mansour, par exemple, qui a sa condition de femme, a vraiment débordé sur l'histoire. Et jusqu'à aujourd'hui, on parle d'elle parce qu'elle est un symbole justement Parce que les gens ont tendance à fêter le 8 mars, c'est la journée des droits des femmes. Bien sûr, oui, et non pas le côté folklorique. Voilà, c'est pas le côté folklorique, ramener une rose et dire bonne fête. C'est pas une fête, c'est une commémoration d'une journée sur les droits. Sur les droits des femmes, surtout. Et parce qu'offrir des fleurs, même par les propos, il faut... voilà. Et donc, il y a par exemple un récit où Gabriel Combes, érudit et bien sûr professionnel, docteur en archéologie, professeur, tout ça,
va nous mettre, par exemple, pour ce qui est de Kala, Tadjeret, du Tassili, Didon, la reine Didon de Carthage et tout, il va nous les mettre dans le contexte dans lequel elles ont vécu. Et il va mettre des vraies informations. Et la destinée de ces femmes, c'est un travail mais fabuleux. Mais il y a beaucoup d'imaginaire, mais dans le vrai contexte dans lequel. C'est assez romancé? C'est très romancé et il explique dans son avant-propos qu'il a voulu dépoussiérer l'image de ces femmes à travers toute une chronologie et qu'il va les mettre dans des sortes de nouvelles très précises. Et il s'excuse en disant de temps en temps, j'ai mis de l'imagination. Par exemple, pour ce qui est de Kala, par exemple, dans le Capsien, donc c'est quasiment dans les 10 000 ans avant Jésus-Christ, c'est vraiment la naissance, entre guillemets, du néolithique. Et il va dire, cette Kala qui va avoir un enfant, il va décrire sa procréation, mais dans le vrai contexte. Il va réellement décrire les lieux à l'époque et tout ça. C'est très lointain. Et il va décrire, par exemple, les traditions. Oui, non, c'est vraiment un travail parfait, mais en même temps dans la poésie, dans le côté romancé, l'aspect, mais avec des vraies infos. Et donc, par exemple, on va connaître le vrai quotidien de Tinhinan, on va connaître comment la reine Didon est venue de l'ancienne Phénicie, comment elle va s'installer. Et comment elle va s'intégrer. Elle va un peu baratiner les tribus numides de l'époque et qui vont puniques numides, enfin je excuse, les téléspectateurs m'excuseront la confusion, mais comment elle va les prendre un morceau de terre et elle va leur dire c'est juste un coin de la peau d'un bœuf. D'accord. Donc c'est juste petit, et puis elle va pas les arnaquer, mais les tribus numides vont lui accorder les terres et elle va prendre, c'était tout un ensemble de tissus de bœuf qui faisait je ne sais pas combien de mètres. De mètres, et donc ça, c'est une légende, mais on la met sous le cadre de la légende et on dit quand même qu'elle a eu, et ensuite elle a développé cette ville Carthage qui était quasiment la rivale de Rome. Et donc par exemple il y a Yasmina, la fille du Pacha Djouder, il y a Jazia, la fille du Bédouin. Jazia, c'est une princesse connue, la Kahina Zeynep, qui est des Almoravides Zeynep, par exemple la Zeynep qui est la Zawiya de l'Hamel, qui a été aussi chef de toute la confrérie Ta'ata. C'était des femmes qui ont marqué, par leur intelligence, leur sagesse, leur spiritualité. On a Dassine, la dame, la Terguia de Nimzat Dassine aussi. Dassine, on a sa photo par exemple. Dassine, sa photo existe. Plus récent. C'est plus récent parce qu'elle est du 19e siècle. Et donc, voilà, les deux vieilles, par exemple, de Ain el-Kebch, ça c'est vraiment mystérieux. Parce que Ain el-Kebch n'existe pas. D'accord, on a beau chercher. Voilà, ça n'existe pas. Ça fait partie de l'imaginaire, ce côté imaginaire. Et là, lui, il explique que ces deux vieilles ont existé, mais qu'il les a mis dans un contexte imaginaire. C'est-à-dire, il avertit le lecteur que tous les personnages qui sont cités dans il y a 20 escales, donc 20 personnages féminins, mais magnifiques. Mais comme vous disiez, sous forme de nouvelles, romancées, avec les périodes, la situation géographique. La situation géographique, les vraies mœurs, même dans le Capsien, même dans la préhistoire. C'est très dur, ça. Oui, mais lui, il était archéologue, il a profité. Je crois que Nordin Saoudi, qu'on voit souvent sur notre chaîne, est aussi écrivain, il est préhistorien et tout. Et je me souviens, il avait fait naître un livre où il explique l'histoire d'amour dans la préhistoire, mais avec les vraies informations. Et c'est un exercice que seuls les anthropologues peuvent réaliser, les historiens. Et tout. Et donc là, on a toute une série de récits. Et vous avez, ça me rappelle dans certains coins, le point plutôt, l'Andor d'Apulé de Mador, parce que Apulé de Mador avait écrit son livre à l'époque qu'il a vécu. Donc, ce que vous avez comme info, c'est
les métamorphoses là-dedans, c'est dans le contexte de l'époque. Là, Gabriel Camps vraiment refait le chemin inverse et nous présente une série de portraits de personnages féminins très forts, très puissants, même les plus simples, même Fatma Ait Mansour par exemple, qui a vraiment le destin, entre guillemets, le moins politique, mais elle a une force, une pertinence dans le vécu, dans cette vie de tous les jours, que c'est vraiment formidable à lire. Donc Gabriel Camps... C'est un voyage dans le temps, presque dans les siècles. Oui, lui, il a fait exprès. Après, il explique encore, Gabriel Camps, dans son avant-propos, et même à la fin de son livre, qu'il a donné une chronologie, parce qu'au début, vous avez une chronologie juste avec les dates, c'est-à-dire du Capsien jusqu'à la présence, quasiment à l'indépendance. Juste un peu avant l'indépendance. Donc, il a couvert toute une période sur 20 escales féminines, mais vraiment terribles. Et il va nous faire le récit et il va donner des détails très précis sur la chronologie algérienne. Donc, à la fin du livre, il y a les dates, il y a un lexique. Et la chronologie est expliquée. Donc on a des origines jusqu'à quasiment l'indépendance. Avec beaucoup de détails, les dates. Et donc ce livre est aussi un outil. Bien sûr. Alors c'est du plaisir pur à lire et à découvrir. Mais en même temps c'est un outil de travail parce qu'il va vraiment faire la chronologie en parlant de Kala, de Tadjeret, de Didon qui est la reine de Carthage, de Sophonisme, la femme de Massinissa, de Noé, Perpétue, tout ça avec les détails, le contexte et tout. Et il va même donner un lexique où on va comprendre c'est quoi, par exemple, c'est un trou creusé dans un lit sableux, le Dawad. Certains avant-corps sont creusés par des animaux et d'autres par des antilopes. Abdelouadid, il va expliquer que c'est une dynastie berbère zénète. Le Maghreb, l'Aqsa, il va expliquer ce qu'est. Abid, Ashaba, Aglid, par exemple, on va savoir ce que... Et donc, il va faire un lexique très complet et sur 300 pages, on a vraiment un travail formidable. C'est un travail donc scientifique, surtout. Scientifique. Et bien entendu, c'est un outil aujourd'hui pour tous ceux qui font des recherches en anthropologie. Et ceux qui disent qu'on n'a pas d'histoire vont savoir que même les femmes ont contribué, elles ont été présentes dans cette histoire d'une manière très importante, très pertinente, très efficiente, parce que elles ont souvent été tinhinan, c'était pas juste une petite princesse, c'était une chef. Kahina a dirigé, Fatma Soumar a été une chef spirituelle. Zineb Aurélie, la reine Didon, elle a créé Carthage, qui était rivale de Rome. Oui, c'est pas rien. Ce qui est formidable, c'est que justement, comme nous avons ce legs extraordinaire, nous avons un musée à ciel ouvert et surtout les chercheurs, ils se régalent quand ils font des recherches, quand ils font donc un travail sur l'anthropologie, sur nos gravures rupestres, sur nos personnages, sur toute l'histoire qui a marqué donc le passage de ces personnages. Justement, il y a un livre, il y a un livre d'une manière plus générale, je l'en parle vraiment Afrique du Nord, Maghreb et tout, mais il y a un livre qui s'appelle Lady Sapiens, qui vient de sortir, ça fait quasiment une année, où ce Lady Sapiens, quand vous lisez ce livre, vous avez toute une série d'informations et d'œuvres, de preuves, de scientifiques sur la préhistoire, où l'homo sapiens, femme, je dis femme parce qu'elles ont la fonction, c'est pas femelle, c'est pas juste animal, parce que néolithique, on a quand même une activité poussée, c'est-à-dire intelligente. Sapiens, c'est savoir. Et donc là, on voit qu'il y a beaucoup de présence féminine dans les peintures pariétales, dans les œuvres. Et là, il le décrit bien, Gabriel Camps, où les femmes dessinaient, sertissaient des œufs d'autruche, etc. C'était des artistes aussi. C'était des artistes et on a trouvé des preuves des mains, elles sont féminines, des techniques et tout. Donc il n'y avait pas juste le monopole de l'homme dans ce qui était artistique. Patriarcal. D'accord. En tout cas, un bel hommage aux femmes, surtout d'Afrique du Nord, à travers cet ouvrage. Oui, c'est Gabriel un régal. Camps, l'Afrique du Nord au féminin, les héroïnes. Voilà. On peut trouver cet ouvrage donc partout.
allez en trouver en librairie. Oui, oui. Sinon, vous le demandez. Voilà. Vous le demandez, les libraires feront en sorte de vous le ramener. C'est Encore aux une éditions fois, comme vous Achat. le disiez si bien, pour tous ceux qui disaient que nous n'avons pas d'histoire, et donc pour valoriser un petit Donc, peu, à lire des livres. valoriser encore toute cette histoire et ces chercheurs et surtout ce travail. Merci Jawdet. Merci à vous. À la semaine prochaine. À la semaine Bon prochaine. week-end. Merci. Reposez-vous bien. Nous en forme la semaine Avec prochaine, plaisir. mercredi. Et puis je vous invite tout de suite à apprécier ces rythmes. C'est un groupe de Skikda, The Stinks, qui chante le Swed Magroni. On se retrouve juste après. الاسود مقروني بالحلقة الاسود مقروني الاسود مقروني بالحلقة الاسود مقروني الاسود مقروني ما عندي عدي يسالوني الاسود مقروني بالحلقة الاسود مقروني الاسود مقروني الاسود مقروني الاسود مقروني بالحلقة الاسود مقروني الاسود مقروني بالحلقة الاسود مقروني الاسود مقروني ما عندي عدي يضروني الاسود مقروني بالحلقة الاسود مقروني وهيا مقروني فارس ومعمر ومشرجي خلاص يا بقيت نقايس بالسين اللي ريته قامس يا السين العاكس زينك ما شفته في غدامه اوصف لك ريدي تتحلى العذارى كي نروح ضحية على جالك ما هيش خسارة رقبة سيرية وضحكتها في الليل منارة كي نشوفها هي ونولي كلا قتلوني الاسود مقروني بالحلقة الاسود مقروني الاسود مقروني عندي عدي يضروني C'était une belle reprise donc du groupe de Skikda et on n'a pas choisi pour rien puisque notre invité est originaire de Skikda. Son association fait énormément de choses dans la région et surtout il s'intéresse aux jeunes et cette jeunesse est très importante aujourd'hui pour
encore une fois apporter du nouveau. Alors avec nous, Monsieur Adam Tabouche, bonjour. Bonjour, merci. Bienvenue parmi nous. Merci pour l'invitation. C'est le mec. Vous êtes donc vice-président de l'association Bariq 21, donc de Skikda. C'est une association qui existe depuis 2006, c'est ça, vous me disiez? Oui. Depuis 2006, quand on s'intéressait à une thématique qu'elle n'était pas aussi connue que ça, on s'intéressait à la promotion des énergies renouvelables et le développement durable. Oui. Alors imaginez qu'on parlait déjà énergie solaire, énergie renouvelable à 2006, c'était pas aussi facile que maintenant. C'est vrai. Pour un petit peu vulgariser un peu ces nouvelles technologies, ces nouvelles aussi énergies propres, hein, ce sont des énergies propres. Alors vous faites énormément de choses dans le domaine de l'environnement, mais pas que, vous êtes toujours à stimuler la jeunesse, travailler avec la jeunesse, vous les formez à travers des ateliers, vous apportez énormément de choses au quotidien dans la société, c'est cela. Exactement. Bon, depuis 2006, comme j'ai dit, Bariq 21 a beaucoup travaillé. Elle est connue dans la région de Skikda à travers plusieurs communes du travail de terrain. Elle compte 70 jeunes qui sont issus de plusieurs milieux différents de la de Skikda. On a plusieurs axes de travail. Vous avez parlé du développement des compétences de la jeunesse, c'est un axe très important, mais on ne fait pas que ça. Dans le développement durable, inscrit dans l'accord de Paris de 2015, signé et ratifié par l'Algérie, il y en a 17 objectifs de développement durable. Et pratiquement, ça touche tout, côté économique, social, environnemental. Voilà, à l'exemple de cette opération que vous avez appelée Pomelo, je crois. Exactement, Peblo. C'est un projet qui est en cours avec le PNUD qui va se faire au C'est la gestion des déchets. Hein. Exactement, la gestion des déchets et de recycler. Voilà par exemple un exemple qui est très simple. L'association écologique, elle fait des nettoiements des plages. On a une très belle côte à Skikda, vous savez. On fait des ramassages des bouteilles en plastique, etc. Mais on ne s'arrête pas. On ne va pas jeter la bouteille. On va par exemple proposer à une entreprise pour un geste de sensibilisation, de récupérer, d'acheter et de payer une facture d'un mois d'électricité ou d'un trimestre d'électricité pour passer le message que on peut vraiment recycler ou ces déchets-là, c'est de l'argent qu'on est en train de jeter. Exactement, tout à fait. Et voilà, on essaye à chaque fois d'aller dans la durabilité dans les actions et c'est ça qui est important. Et ça vient de la créativité des jeunes bénévoles qui entourent l'association. C'est ça aussi l'avantage qu'on fait. C'est cela. Alors on est en train de voir quelques photos. Vous allez commenter avec nous quelques-unes de ces photos. Là, c'est dans un établissement. Exactement. Et là, on parle d'association écologique. Et là, on est en train de sensibiliser sur la Covid et l'importance d'aller vers... Voilà, en fait, là, c'est un projet avec le ministère de Santé, avec l'Union européenne et aussi le PNUD, le programme des Nations Unies. Quand je vous ai parlé des ODD, l'ODD numéro 3, il parle de santé pour tout le monde. Et là, on est en train de sensibiliser la population. Vous savez, on a tous été victimes de ce Covid-là. On a été freinés, vous-même, en tant que jeunes, freinés par les activités, que ce soit culturelles, sociales, économiques. Ça a été dur pour tout le monde. Exactement. Et là, l'idée, c'est vraiment de cibler une catégorie, c'était la petite enfance, et essayer de transmettre ce qu'on a vu, mais avec une pédagogie pour enfants. Parce que l'enfant, il ne peut pas comprendre c'est quoi un vaccin, c'est quoi tout cela. On a fait une scène de théâtre avec des costumes, avec des mascottes, et on a expliqué comment le virus rentre dans le corps humain, comment ils vont réagir, quand on va avoir le vaccin, comment on va réagir. On avait beaucoup de réactivité des enfants. D'accord, ils étaient contents. Ils étaient très contents à travers 4 écoles. C'était un projet pilote. Inch'Allah, on va le faire dans toute la wilaya, pourquoi pas en Algérie. Ils étaient très contents et ils étaient par milliers, mais tout en respectant avec le protocole. Les dessins de virus, par exemple. Voilà, les ateliers, c'était des ateliers qui... Voilà, c'est très beau, ces images, ça me rappelle beaucoup de choses. Voilà, les ateliers, c'est essayer de rendre l'enfant ambassadeur des gestes barrières dans une école. L'OMS nous invite à vivre avec ces gestes barrières-là. Même si, alhamdoulilah, maintenant, le virus il est en train de reculer plutôt. Et vivre avec ces gestes barrières, ne pas les abandonner pour être prêt s'il y aura éventuellement encore relance de... Et ça commence très tôt. Vous avez des classes et des ateliers pour tout âge, que ce soit avec les petits-enfants, la petite enfance. Vous faites donc des ateliers comme là, c'était un atelier pour comprendre ce que c'est que ce virus et comprendre et surtout expliquer qu'ils sont aussi partie prenante dans ces gestes
barrières, pour essayer donc de les répéter avec leurs parents, avec leur entourage. Vous avez aussi d'autres ateliers pour les plus âgés, les adolescents, encore une fois pour les sensibiliser dans la société, pour ramasser les déchets, vous l'avez dit, tout à fait. Et vous avez des actions avec d'autres associations, par exemple celle de Betna. Bien sûr. Avec l'UNICEF aussi. Avec l'UNICEF, c'est un projet qui est très récent. Betna, une association à Betna qui s'appelle la AFD, qui est une association qui est très active au niveau de Betna, à avoir un projet avec l'UNICEF au niveau de Betna pour essayer de former des adolescents, des personnes jeunes sur plusieurs formations, le leadershiping, la gestion de conflits. Et on est partie prenante de ce projet-là et on va le ramener, Inch'Allah, à Skikda et le mettre dans le contexte Skikdé. Voilà, à Berir 21, on essaye à chaque fois de toucher, on a plusieurs catégories de personnes et à chaque fois c'est une manière, une pédagogie qui est nouvelle. Par exemple, l'universitaire, si on va prendre l'exemple du Covid, un universitaire, il faut ramener un chercheur, il faut faire une conférence à l'université, il faut vraiment pousser l'information au maximum et rendre l'universitaire ambassadeur lui-même, mais avec à une autre échelle et avec une autre manière. C'est un petit peu la pédagogie qu'on fait. Il y a un autre truc qui est très important, comme je l'ai dit, pour arriver à réaliser des projets qui sont concrets et des réalisations et des activités qui sont concrètes, les personnes responsables à ces activités doivent être formées. Et là, c'est un axe très important qu'on a fait, c'est qu'on essaye de former à chaque fois. Depuis 2006, je suis en train de parler de milliers de jeunes qui ont été formés à Skikda, qui sont maintenant chefs d'entreprise. Des managers, des futurs managers. Des managers, des leaders qui ont créé des associations, qui ont chefs de famille, mais ils ont eu tout un cursus, tout un panel en communication, gestion de leadershiping, écriture de projet, et tout ce potentiel-là, il est très important. Il y a même qui ont choisi la politique. Par exemple, vous avez donc au sein de votre association une partie très importante dédiée à la jeunesse. Vous les sensibilisez, vous les mettez dans la société acteurs, donc acteurs actifs dans la société, et c'est vraiment votre cheval de bataille aujourd'hui, la jeunesse. Vous récupérez justement cette jeunesse pour en faire des acteurs impliqués dans la société. Bon, ça fait partie de notre politique intérieure d'association, c'est essayer de former le maximum de personnes parce que la formation, c'est là aller vers cela. Et là, on voit un petit peu les fruits. Comme je l'ai dit, il y en a des gens qui ont des jeunes qui sont chefs d'entreprise, il y en a des gens qui s'intéressent à la politique, le Conseil suprême de jeunesse qui va venir très prochainement, et beaucoup de gens s'intéressent à cela, et beaucoup de gens de Berir s'intéressent à cela, et c'est une grande fierté parce qu'ils sont passés par l'école de Berir 21. Pour moi, c'est une école de formation et ça continue à former. Pour les on profite aussi parce qu'il y a beaucoup d'intellects jeunes qui vont imaginer tous ces projets-là. Ils ont été imaginés par des jeunes d'associations qui ont été formés, mais aussi on profite parce qu'ils sont injectés directement dans la société. Il y a aussi des trucs. Il y a le programme Sherek, justement, qui implique la jeunesse à prendre part dans la politique. Exactement, il y a le programme Sherek, où j'étais partie prenante, où on est parti même à faire des propositions avant que le Conseil suprême de jeunesse, qu'il faut faire un Conseil suprême de jeunesse. Et le rôle du programme, c'est essayer de rapprocher le jeune vers le cercle de prise de décision. C'est ça le plus important. On a marre de l'image du jeune qui veut partir du pays, quitter le pays. Ça, c'est pas... Il y en a des gens qui vont... C'est leur pays du monde, mais aussi il y a des gens qui aiment leur pays, qui veulent rester ici, qui ont des compétences, qui ont un intellect, qui veulent vraiment prendre part, bien sûr. Prendre part et qui ont beaucoup de connaissances, du contexte. Vous savez très très bien que les besoins sont différents d'une région à l'autre. Moi, je connais des gens de Skikda, ils sont prêts à être responsables dans leur ville et je les invite aussi à prendre ces décisions. Par exemple, bon, comme je l'ai dit, le Conseil suprême, il va s'installer très prochainement. Vous viendrez nous en parler. Inch'Allah. Et voilà, et de représenter la jeunesse dignement. Bien sûr. En tout cas, vous êtes un très bel exemple d'association très active dans la société, très active sur le terrain. Vous êtes sur les réseaux sociaux, j'imagine, et vous avez donc, à chaque fois, on peut adhérer à votre association facilement, trouver un programme quand il y a des ateliers pour les enfants, quand il y a des ateliers pour la jeunesse. À Skikda, à Berir 21, il y a toujours une facilitation à faire accéder les gens. Et il faut juste faire un petit parcours de formation. Et dès que le parcours il est fait, vous pouvez gérer
Vous savez comment gérer une action, vous savez comment gérer un projet, vous savez comment gérer un budget. Rapidement, on va réaliser vos activités. C'est-à-dire la personne, elle vient, elle ramène des idées, elle va la mettre en concret. Et tout le monde va être au service. Moi, le président, l'équipe, on sera tous des bénévoles au service du responsable de l'idée. Si tout le monde adhère à l'idée. C'est la politique de... Merci. Bravo, bravo à vous. Et puis, on vous souhaite bonne chance. Continuez encore une fois de belles actions, surtout dans le domaine de l'environnement, surtout dans le domaine de la sensibilisation de la jeunesse. Et surtout, comme vous êtes aussi jeune, vous avez aussi des formations. Vous-même, vous êtes compétent, vous avez donc, comme par exemple vous avez un master en chimie, c'est ça? Je suis chimiste. Voilà. Je suis chimiste de formation, mais aussi je m'intéresse à l'agriculture et le mélange agriculture et énergie solaire. Bien sûr, c'est très important et qu'on travaille aussi à l'association dans ce domaine-là. Très bien. En tout cas, bonne chance à tous les membres de votre association et tous ceux qui font partie donc, de cette jeunesse active aujourd'hui, qui font des choses pour leur pays. Bravo. Merci beaucoup. Et puis, je vous dis, Adam Tabouche, vous êtes le vice-président de l'association Barir 21. On vous dit à très bientôt pour d'autres projets. Revenez nous voir. Merci, Inch'Allah, avec plaisir, avec grand plaisir. À très bientôt et bon retour à Skikda. On continue notre émission. Je vous invite tout de suite à suivre ces belles images d'Algérie. On se retrouve juste après. Sur le plateau, nous allons parler donc de ce centre d'excellence. C'est bien, c'est un nouveau centre de formation dédié à l'excellence dans la formation. Et pour ce faire, nous avons le directeur donc, de ce centre, M. Sahnoun Mendedesh. Bonjour. Bonjour madame, et merci pour l'invitation. Laïs Selmek, vous êtes le directeur de cet Institut national de formation professionnelle. Vous êtes accompagné d'un jeune et membre de ce centre, Mehdi Ben Mekidesh. Bonjour. Merci pour l'invitation. Laïs Selmek, vous êtes donc vous étudiant dans ce centre depuis combien d'années? Depuis 2018. 2018, d'accord. Et en tout cas, c'est un centre aujourd'hui qu'on va découvrir. C'est une pépite, on va dire, dans la formation de notre jeunesse. Oui. Donc, c'est vrai, c'est un établissement qui a ouvert ses portes donc dans la session février 2017. Oui. Donc déjà, on a formé pas mal de stagiaires et d'apprentis. Donc déjà un exemple qui est avec nous, M. Mekidesh, qui est un diplômé donc, dans la spécialité réseau télécom filaire. Alors, notre établissement est un institut national spécialisé de formation professionnelle dans les technologies de l'information et de la communication et les métiers de la téléphonie. Voilà. Donc, en partenariat avec donc notre partenaire principal leader dans son domaine, c'est Algérie Télécom, qui au départ nous a donc fourni des équipements spécialisés par rapport aux spécialités conformes. Oui. Donc,
Donc déjà, l'établissement, c'est un fruit d'un accord entre deux ministères, le ministère de la formation et de l'enseignement professionnel et le ministère des Postes et des Télécommunications. Voilà. Donc c'est une nouvelle stratégie pour, qui suit notre tutelle. Donc la création d'un établissement et en partenariat avec des entreprises leaders dans leur domaine d'activité. Il y a un autre exemple, l'Institut le Centre d'Excellence de l'UIPA, qui est en partenariat avec l'entreprise Schneider, qui forme dans les domaines de l'électronique et l'énergétique, l'automatisme. Donc c'est ça, donc le partenariat pour que l'équation ou l'adéquation formation-emploi. Voilà, direct. C'est ça. Directement. Justement, ils sont prêts à être donc embauchés et bien sûr activés directement sur le terrain. Eh bien, on va voir ce centre d'excellence tout de suite, cet institut national de formation professionnelle. C'est un reportage signé Anissa Bouzid. À l'ère de la numérisation, le centre d'excellence de Bousmaïl a marqué cette nouvelle rentrée professionnelle par l'introduction de nouvelles spécialités répondant aux besoins du marché du travail. On a intégré donc la spécialité administration et sécurité des réseaux concernant le mode de formation par apprentissage. La spécialité ou l'offre de formation, c'est l'installation de la fibre optique. Le secteur de la formation professionnelle s'attelle à diversifier les offres de formation afin de les mettre au diapason des besoins du développement de l'économie nationale. Il y a des ateliers spécialisés tels que un atelier pour le développeur web et multimédia, un autre pour le développement d'applications multiplateformes. On a une académie Cisco aussi, on a un labo langue. Et aussi, on a un labo pour spécialiser donc, la partie électronique et un labo ZTE. Nous sommes ici dans un laboratoire qui est dédié à la formation Cisco. Les réseaux, la sécurité, c'est quelque chose qui est primordial au niveau des entreprises, dont souffrent beaucoup d'entreprises. Donc c'est une spécialité ou une formation qui est indispensable pour les autres formations. J'ai préféré la spécialité réseau télécom filaire. J'ai rejoint en 2020 exactement. Je me suis intéressé à cette spécialité comme elle est nouvelle et elle est demandée dans le marché du travail. J'ai choisi cette formation parce qu'elle nous donne la chance de travailler. Dans ce centre, différents ateliers spécialisés ont été créés grâce à l'engagement des partenaires privés et publics. En partenariat avec Algérie Télécom, notre partenaire économique principal, leader dans son domaine, on a pu aussi tisser d'autres relations et signer des conventions avec le tissu économique dans la wilaya Tipaza et les wilayas limitrophes. Cantonic Industrie se trouve à Bousmaïl et ce centre d'excellence se trouve à Bousmaïl. Nos portes sont toujours ouvertes pour former ces stagiaires pour un diplôme qualifié afin de répondre au marché national de l'emploi. L'AMPT et le centre d'excellence de Bousmaïl coopèrent depuis plus de 2 ans sur l'entrepreneuriat, mais aussi surtout sur les technologies de l'information et de la communication. Donc, les stagiaires qui sont formés dans ce centre sont une ressource humaine très importante pour nous, pour l'AMPT, pour nos startups aussi. Donc on reçoit souvent des stagiaires au niveau du cyberparc Sidi Abdallah et ils sont souvent très demandés par nos startups porteurs de projets. Rappelons que 500 stagiaires ont rejoint le centre d'excellence de Bousmaïl pour cette deuxième session 2021-2022. Voilà, deuxième session. Et en tout cas, notre invité lui-même fait partie donc de ces sessions et il en est sorti, et heureusement diplômé aujourd'hui. Bravo, Mehdi Ben Mekidesh. Donc, vous êtes donc diplômé ou vous êtes en préparation d'une votre propre entreprise. Oui. Oui. Bon, salam alaikum.
Je suis un stagiaire diplômé sur l'Institut spécialiste de la formation professionnelle Bousmaïl. Bon, depuis 2018 دخلت في الانستيتو هذاك pour améliorer l'idée تاعي وباش يكون عندي ديبلوم باش زعما شغل ندخل للسوق. Directement sur le marché de l'emploi, dans le marché de l'emploi. Oui. تسمى كانت عندي ليدي باش نخمم كيفاش نصيب الطريقه اللي نولج في هذاك تسمى واش قلت ندير ان ديبلوم اللي تكون فيه لا شونس دو ترافاي. وي درت ان ديبلوم تاع ريزو تيليكونفيلير وعاونوني لي زونسينيون ثما. Et pourtant vous aviez eu un bac scientifique. Oui. Scientifique, et vous avez choisi une autre filière, un autre axe. Un métier. Voilà, un métier. Oui. وعاونوني les enseignants عاونوني وكي ديت الدبلوم تاعي je me suis dit pourquoi pas باش نكري لونتربريز تاعي هيا ودرت بدعم من المؤسسة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية درت قرض والحمد لله عاونوني وراني مع les étapes. Oui. Après 2 ans et demi de formation dans l'Institut, vous avez été aussi pris dans une entreprise, une filiale de Algérie Télécom, vous avez été à Bebloued, 6 mois de stage. Stage pratique, 6 mois sur le Télécom Bebloued. Ouais. Ça vous a donné tout de suite le courage de créer votre propre entreprise. Oui, avec des événements que nous نحضروهم كنت نتلاقى دي ممبر اللي كانوا عندهم دي زونتربريز تاعهم تسمى كانت تعجيني ليدي هكايا باش. Et aujourd'hui vous êtes prêt à créer et travailler dans la société et surtout avec ce savoir-faire que vous avez aujourd'hui, pouvoir former aussi des jeunes, tout comme vous. Oui, bien sûr. Dans ces métiers, donc aujourd'hui très impliqués, c'est-à-dire c'est vraiment un métier aujourd'hui qu'on retrouve de plus en plus parce que les télécoms aujourd'hui font partie de notre vie au quotidien. Oui, madame, donc c'est vrai que ces spécialités de conforme, ce sont des spécialités issues d'un besoin réel de dans des partenaires économiques qui sont sur le terrain. Donc c'était l'idée d'exprimer leurs besoins. Nos ingénieurs, donc nos responsables d'ingénierie pédagogique, l'Institut de Bière et l'Institut les autres instituts d'ingénierie pédagogique tels que de Sidi Blabas et le Bir Khadem. Avec nos enseignants, donc les formateurs qui sont au sein de l'Institut, qui forment à l'Institut, eux aussi ont contribué à la conception de ces programmes de formation. D'accord. Donc tous ensemble, avec les professionnels, nos formateurs, l'ingénieur pédagogique de la bière, donc tous, c'est une équipe pour la conception de programmes de formation. Donc c'était là l'idée et le démarrage. Et ça sera, Inch'Allah, donc déjà notre tutelle a préparé d'autres exemples. Par exemple, avec Considère le partenariat dans le domaine du bâtiment. Heureusement, aujourd'hui, le marché est demandeur justement de ces jeunes très vite formés, surtout et bien formés. Il y a des multinationales aussi qui reçoivent ces jeunes diplômés, fraîchement diplômés, pour faire des stages de formation. Effectivement, donc la formation, donc pour l'accès, donc le jeune doit avoir 3e année secondaire dans les branches scientifiques et mathématiques. 30 mois de formation, 24 mois de formation en théorique et pratique. Aussi, il y a des sorties pédagogiques dans les chantiers des travaux en télécom et tout. Et 6 mois de stage pratique. Donc là où le jeune va faire ses premiers pas dans le domaine le monde de la professionnelle. Donc alhamdoulilah, selon les spécialités conformes, il y a beaucoup d'entreprises qui accueillent nos jeunes stagiaires. Donc là où ils côtoient et fréquentent les professionnels. Les professionnels et surtout les cas réels à traiter directement sur le terrain. Il y a beaucoup d'exemples de réussite où nos jeunes qui ont prouvé leurs compétences et leur sérieux, donc
Il y a des exemples qui l'ont. À l'exemple de Mehdi, ici présent. En tout cas, on lui souhaite bonne chance. On lui dit, Inch'Allah, l'entreprise, la prochaine fois que vous viendrez sur notre plateau, ça sera pour présenter votre entreprise, Inch'Allah. En tout cas, merci et bravo pour ce que vous faites. Bravo aussi au centre, donc l'Institut de formation, l'Institut national d'excellence. Donc, permettez-moi de saluer tous les ouvriers professionnels, l'équipe technico-pédagogique, l'administrative et financière, toute l'équipe de l'établissement qui déploie les efforts quotidiennement pour accompagner former ces jeunes. Ouais, merci. Voilà. Merci à eux, merci à vous et surtout donc à très bientôt pour d'autres découvertes avec d'autres jeunes, Inch'Allah. On vous dit à très vite. Je vous invite tout de suite à suivre ce reportage signé Riles Ould Hamouda. Il revient sur la soirée donc du 8 mars. C'était donc une soirée animée par deux artistes espagnols, Elena Gadel et Marta Robles. C'était au TNA, au Théâtre National Mahidine Bachsarsi. Ce 8 mars, un duo espagnol musical était à l'honneur au Théâtre national algérien, à l'occasion de la Journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Une représentation intitulée « Les mujeres de mi vida », les femmes de ma vie. Le duo a voulu faire revivre des chansons créées par des femmes et qui ont marqué leur vie et leur parcours musical. Ce sont souvent des femmes au discours pointu et révolutionnaire. Aujourd'hui, nous avons chanté les femmes de notre vie. Donc, on a été inspiré par des femmes, donc des femmes penseuses, artistes, poétesses. C'est des femmes qui nous ont inspirés et pour lesquelles nous avons chanté aujourd'hui et que nous voulons aussi montrer et nous avons montré sur cette scène aujourd'hui. Y queramos que tengan toda la visibilidad que merecen. Il y a deux objectifs principaux. Le premier objectif, c'est l'art, c'est faire ce que nous aimons, c'est-à-dire chanter, être sur scène. Et le deuxième objectif, c'est donner visibilité à des femmes qui n'ont peut-être pas eu cette chance, des jeunes artistes qui n'ont peut-être pas eu la chance d'être connus. Et donc, nous, à travers notre concert, peut-être nous leur avons rendu hommage et nous avons donné un peu de visibilité à ces femmes-là. Des femmes qui bousculent beaucoup de choses à travers leur art. Les deux musiciennes ont aussi fait découvrir au public algérien un monde magique en racontant d'une façon poétique des histoires de femmes fortes et libres. C'est une très belle journée. Je souhaite joyeuse fête à toutes les femmes du monde. Et c'était magnifique cette soirée. La voix de la chanteuse et même la guitariste, magnifique, masha'Allah. J'ai passé un très bon moment. Ça a été un plaisir d'assister avec ma fille, d'assister à ce spectacle espagnol. Pour moi, ça représente beaucoup de choses. Ça représente l'émancipation de la femme, la liberté de la femme. Ça représente, comment on dit, c'est quoi d'être une femme, quoi. Toutes les qualités, tout ce qu'on peut faire, la fierté. La femme algérienne est une femme battante, c'est une femme, c'est un pilier pour l'homme, c'est un pilier pour la société algérienne. Un beau spectacle en tout cas, j'espère que vous étiez nombreux et nombreuses à y être. En tout cas, celui-ci, vous n'allez sûrement pas le rater parce que vous avez tous adoré ce qu'ils ont fait. C'est Baraïm Tux, ils sont là parmi nous. Avec nous, Ashraf Djeloul. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup. Bienvenue parmi nous, un des membres. Vous êtes nombreux, hein on est 10. Vous êtes 10. Ouais. Et comme je l'ai dit ce matin, on ne peut pas tous vous recevoir, les 10, sur notre plateau, modeste plateau. Marhaba bikum en tout cas. Sid Ahmed Mirad, bonjour. Bonjour à vous et bonjour à nos téléspectateurs. Bienvenue parmi nous. Merci beaucoup. Merci vous êtes très connu. Vous êtes très connu sur la toile. Vous êtes modeste seulement.
En tout cas, tout le monde vous a suivi à une certaine période, surtout qu'il y avait eu la pandémie et durant la pandémie, vous vous êtes éclaté vous-même à votre façon, à travers donc, ce que vous faites, les reprises, des chansons, un petit peu du patrimoine, un petit peu de tout, des cantines aussi de notre enfance. Exactement, oui. Tous ceux qui nous ont fait rappeler quelques souvenirs. Alors, ce qu'il faut rappeler, c'est que vous avez eu 2 trophées. Oui, exactement. 2 beaux trophées. Oui, c'est sur toute une YouTube. fierté pour vous. Vous en étiez d'ailleurs ravis. Vous avez remercié vos fans. Oui, d'accord. D'ailleurs, on était en quelque sorte surpris par le nombre l'engouement. Exactement. Et oui. On ne s'attendait pas à ces chiffres, Oui. carrément. Alors, 100 000 vues sur YouTube, c'est ça au départ? Au départ, oui. Le premier trophée? 100 000 abonnés, je pense. 100 000? 100 000 abonnés. Mhm. Après, 1 million. bien sûr, 1 million. Mhm. Alhamdulillah. Oh, Inch'Allah. Ouais. Et bien pour réaliser donc ces chiffres-là, c'est tout un travail. C'est une belle amitié d'abord. Racontez-nous sûr. comment ça a commencé. Alors, Barahim. Barahim Tex. Vous êtes originaire de Blida pour la plupart? Oui, mais il y a 2 membres. Alors, Sidou Mcherchel Ouais. et Jimmy Indfla. D'accord, très bien. Alors, Barahim Tex, c'est des amis. Mhm. قبل ما نكونوا جروب كنا دي زامي كنا ان جروب دامي اللي عندنا نعرفوا بعضنا بالقليله 11 ans ولا 12 ans. ابخي جات ليدي تاع الجروب. كل واحد فينا واش كان يدير يافي كاين دي ميوزيسيان كاين لي chanteurs, la voix. Voilà, كاين des vocalistes, des musiciens. Il y a des rappeurs. Il y a... Des rappeurs, oui. Ouais. Après جات ليدي تاع le groupe. درناها والحمد لله. Ça a marché. Ça a marché. Et c'est parti par amusement au départ et ça a plu. Vous auriez pu, c'est-à-dire ne pas plaire au public et finalement ça a eu un succès fou. C'était enfin درنا ريسك والحمد لله. Alhamdulillah. Et pour la plupart, vous avez tous des voix, tous de belles voix. Parce que généralement, la plupart sont de formation musicale. Musicale, exactement. D'accord. Donc c'était une idée qui a été étudiée pendant plus de 2 ans, exactement. Et on attendait le bon moment pour la dévoiler au grand public. Et d'ailleurs, je profite pour passer un petit message aux jeunes. C'est commencer. Parce qu'on a tellement attendu d'avoir des moyens, on a attendu d'avoir du matériel. On a pratiquement commencé par abandonner l'idée. Puis on s'est dit, on lance avec les moyens du bord, on lance avec tout ce qu'on a. Et ça a marché avec... Exactement. Exactement. Et vous avez enregistré beaucoup de titres, c'est-à-dire avec une toute petite surface, un petit carré. Vous étiez juste avec un micro et vous avez réussi à enregistrer dans un studio d'enregistrement, c'est ça? Non, même pas. C'était notre lieu de rencontre. Voilà. D'accord. Notre QG qui est mon polo. Ouais. Tout petit. Oui. Ouais. Mais ça a fait l'affaire, ça vous a tous contenu. Vous étiez nombreux. Oui, eh ben, les 10. D'ailleurs, la plupart des gens pensent qu'on est seulement 10. Mais derrière la caméra. Il y a d'autres gens, on est pratiquement une trentaine de gens. Voilà, une trentaine. Et grâce à cela, vous vous êtes fait connaître sur les réseaux et ensuite vous avez pu faire une tournée à travers l'Algérie. Vous êtes parti un petit peu partout. Nas aqloukoum, farhou bikoum. Oui, bien sûr. Même حنا فرحنا بهم. Ouais. Parce que Racontez-nous un petit peu cette belle aventure. Alors, après les trophées تاع YouTube de 100 000 abonnés, après 1 million d'abonnés, alhamdoulilah, Inch'Allah أكثر. Inch'Allah. Inch'Allah l'album aussi. Pourquoi pas, Inch'Allah. قلنا pourquoi pas ما نديروش حاجة باش نشوفوا اسكو لي 1 مليون d'abonnés هذوك حيدونا في لافي ريال. هي ريسك وحنا نحبوا لي ريسك. حنا نحبوا لي ريسك. لو تشالنج. فوالا. دونك سينا والحمد لله. جو بونس جاونا في مسيلة et un peu partout جاونا 3000, 4000 personnes. Une moyenne de 3000 personnes. Voilà, 3000 personnes par scène. On a eu d'ailleurs, par exemple à Mostaganem, on était allé pour un show. Tellement il y avait du monde, on a fini par organiser un deuxième show juste après. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que vous transmettez la bonne humeur. Et Dieu sait comme on en a besoin aujourd'hui, et Dieu sait comme c'est vrai qu'on est passé par des moments difficiles, c'était la période de pandémie, c'est très difficile à vivre pour beaucoup de personnes, donc les gens avaient besoin de voir autre chose qu'on voyait à la télé, qu'on voyait dans les informations, etc. Et vous aviez transmis cette sympathie, cette joie de vivre,
en fait spontané. D'ailleurs, c'est votre marque de fabrique. C'est principalement grâce au public. D'ailleurs, si il voulait pas nous voir, donc on n'aurait rien pu faire. C'est ça. Comment vous faites pour trouver toutes ces chansonnettes, ces chansons aussi anciennes, etc. C'est qui les trouve parmi vous? Ça fait principalement partie de notre génération. On a grandi avec. On a vécu ces jeux, on a vécu ces petites chansons. On a tout vécu. Donc, mais c'est un énorme travail derrière parce que c'est l'instrumental. Là, on vous voit tous pratiquement. Alors, on va peut-être les citer. Allez, comme ça va leur faire plaisir aussi. Il y a d'autres filles au microphone. Juste derrière, il y a Ram Abdelrahim avec le petit chapeau. أنا مانيش عارفة علاش ندير هكا. محمد القريشي، جمال، جيمي، أمين تفاحة، connu sous le nom de Teffaha, oui. Zayn, Jack, voilà. Et Josh, Ashraf. Oui, Ashraf, voilà. J'ai eu l'occasion de vous voir séparément et tous, comme je l'ai dit, pratiquement la plupart, vous avez tous de belles voix. Vous chantez en tant que soliste, c'est ça? Indépendamment, vous essayez aussi? Tout dépend de la formation. Tout dépend de la formation. Il y a des rappeurs, il y a des chanteurs. Eh bien, on va écouter, en tout cas, la formation Takoum. On va écouter les Barahim Tux en audio. Allez, on y va. جت العودة تدينا طيط ماشينا جت العودة تدينا واحد زوج زبيدة 3 4 ربيعة 5 6 6 7 8 يمينة 9 10 عاشوراء 11 12 11 12 11 12 نايمة نوضي حلي الباب للعسكري عسكري بوشاشية القمر باهية نايمة نوضي حلي الباب للعسكري عسكري بوشاشية القمر باهية شاري شيشو روزا بيلو على مريت شاري شيشو واحنا جينا خطابة لا بغليات وش جبتوا في الصباح لا بغليات وجينا خطابة لا بغليات وش جبتوا في المساء. Ça, c'est juste un échantillon, c'est juste un extrait, mais il y en a des tonnes, des chansons qui vont vous rappeler quelques souvenirs de votre enfance, en tout cas des chansons qui nous sont pas étrangères, mais en tout cas qui nous font bien danser et vibrer. Alors, vous allez vous produire à la salle Atlas le 12, c'est cela, Inch'Allah. C'est une première sur Alger? Oui, c'est une première tournée organisée par le ministère de la Culture. Ministère de la Culture. Exactement, l'Office national de la culture et de l'information. Donc, c'est une première pour nous et on en est très contents. D'ailleurs, on s'attend à un grand nombre de... Un flux énorme donc, de public. On a hâte de venir vous voir en vrai. Et vous allez chanter combien de temps sur scène? Tout dépendra du public? Du programme. D'accord. Voilà. Ok, mais sinon vous avez prévu de chanter combien de chansons pratiquement? Ça, c'est votre affiche. Nous si on aura le temps de chanter toutes les chansons, nos éditions. D'accord, très bien. Avec les costumes et tout? Des costumes. Probablement. Parce que vous vous êtes bien amusé aussi à travers, avec les costumes, avec les déguisements. Vous avez fait un petit peu beaucoup de folie sur les différentes apparitions YouTube que vous avez réalisées. l'originalité. Ouais. Donc, ماذا بينا لا شونسون ولا الكليب اللي يكون من قبل ما يكونش كيما اللي قبله بلوتو اللي جاي ما يكونش كيما اللي قبله. Et voilà, قلت لك حنا نحبوا les challenges, نحبوا les risques. Voilà. Et puis vous avez aussi accompagné l'équipe nationale. Oui. En musique, oui. Ça a été aussi, ça a apporté du punch aussi dans le domaine du football. Vous avez eu des fans encore plus, peut-être. Oui. C'est un domaine alhamdoulilah. D'accord, c'est au domaine wahdakhour. Même à nous, ça nous a fait plaisir de soutenir l'équipe nationale. C'était oui un challenge, un autre challenge. J'espère qu'en tout cas qu'elle sera toujours à la hauteur, notre équipe nationale, avec de beaux résultats. Vous-même, vous allez peut-être un jour, bientôt, j'espère, enregistrer un album. On espère, on prévoit des enregistrements séparés. Et vous avez le temps de... Parce que j'imagine que chacun, vous avez donc vos vies professionnelles, vos vies privées aussi. Vous avez le temps de vous retrouver, de travailler. On fait avec. Voilà. On fait avec. On arrive à... D'ailleurs, c'est une priorité. C'est une priorité parce que ça nous donne de la bonne humeur, ça nous donne
Très bien. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous dites au public pour venir vous retrouver le 12 à la salle Atlas à partir de 15h? Hayat Fadlo. Bismillah. En musique, Aya. Donc, on vous invite à venir nous voir à la salle Atlas le 12, Inch'Allah, à partir de 15h. Soyez nombreux, j'insiste, soyez nombreux. Et on aura une date prévue pour le 12. Le 12, Inch'Allah, à Constantine. À la non, salle le 19 à le 19 à Constantine. Le 12, vous serez à la salle Atlas. À la salle Atlas, oui. Le 19 Le 19 à Constantine. Très bien. La salle Ahmed Bey. Ok. Et le 29 à Oran, la salle Al-Maghreb. Parfait. Dernier mot? أرواح. أرواح وهذا مكان. أرواحو بون أرواحو قلت هنا هذا مكان أرواحو باسكو حيكونوا كاين حاجات سور سان دونك نقول لكم أرواحو باش تشوفوا واش حيكون سور سان. Très bien. En tout cas, merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. On vous souhaite bonne chance et merci de nous apporter tant de bonne humeur. Et puis à très bientôt. J'espère qu'un jour on vous recevra plus. Tout le groupe, en tout cas les 10. Inch'Allah. Vous nous mettrez donc de la bonne humeur sur notre plateau. Merci à vous tous. Voilà, c'est les Baraïm Tux. Vous allez le retrouver le 12 à la salle Atlas à partir de 15h. Soyez nombreux. Merci beaucoup. On est arrivé à la fin de l'émission. Excellente journée à vous tous. Et puis on se retrouvera dès demain à partir de 9h du matin dans Bonjour d'Algérie avec Nour Houda Bouzegao. Merci à toute l'équipe de la Régie 7. Au revoir.